Ce matin, les élèves arrivent, je sens leur fébrilité. Ça fait longtemps que c'est commencé parce que j'ai quand même fait les moules de tout le monde. Ça fait une couple de semaines que je suis là-dessus. J'ai moulé le visage de tous les élèves pour qu'on soit capable de sculpter dessus. On se réunit dans la salle de projection au séminaire pour plusieurs choses. C'est une tradition à chaque année. Madame Bergeron et moi, on fait un genre de pep talk. Ça se peut cette semaine, là, qu'à un moment donné, on se crêpe le chignon puis on se poigne à la gorge. C'est des choses qui peuvent arriver parce que le stress embarque, la fatigue embarque et tout ça. À chaque année, c'est toujours la même chose. Fait que dès qu'on sent qu'il y a un conflit, ben à ce moment-là, moi, c'est une de mes jobs d'aller vous chercher, de s'asseoir avec vous autres et d'essayer de régler le conflit. Une bonne réussite, un bon travail d'équipe, miser sur les forces de chacun d'entre vous autres. Puis ça va aller de soi. Là. Ensuite, on a présenté Rémi Couture, qui est notre maquilleur de cette année. Un gars super professionnel, un gars super sympathique, qui a un CV quand même très garni, qui a fait, entre autres, X-Men Apocalypse, Le Revenant avec Leonardo DiCaprio, et puis aussi Fugueuse. Donc, c'est toute une sommité qu'on a, puis on est très, très content de l'avoir avec nous. Le monde d'une overdose de fentanyl. Tu me manques tellement, Harry. Et là, c'est le temps de présenter le fameux vidéo qui raconte l'histoire, la thématique de cette année, qui parle de Myrtle Point High School, avec une grosse surprise dedans aussi. Bonsoir. On m'a souvent demandé si je croyais aux phénomènes paranormaux. J'ai pas vraiment d'idée arrêtée sur le sujet, mais je me souviens d'une histoire qui m'avait beaucoup marquée à l'époque. Je me souviens, j'ai commencé mon secondaire, puis j'avais mis la main sur un magazine qui s'appelait L'Inexpliqué, qui parlait des phénomènes étranges, puis il y avait un article à propos d'une école secondaire en Oregon, le Myrtle Point High School. Je me souviens très bien de ça. 27 août 1986. C'est une belle nuit d'été dans la petite ville de Myrtle Point, en Oregon. Les élèves du Myrtle Point High School se sont donné rendez-vous pour la fameuse soirée d'inauguration de l'année scolaire, une tradition depuis 1966 pour cette école secondaire. Les élèves se retrouvent après le congé d'été afin de renouer et de festoyer ensemble à l'aube de cette nouvelle année scolaire. La soirée portait cette année-là le nom de « Don't You Forget About Me », en l'honneur de la chanson du groupe Simple Minds. Au menu, groupe de musique, danse, petit punch d'ambiance, le tout sous la supervision du personnel du high school.
Depuis les tout débuts, la soirée dansante a lieu au gymnase de l'école, mais cette année-là, les rénovations battant leur plein, le comité a dû trouver un autre endroit pour tenir l'activité. Ils ont cherché presque pendant 1 mois avant de tomber sur la vieille salle de Jeremy Bright, un mécanicien du village qui s'était récemment porté acquéreur de cet ancien cinéma. Beaucoup de gens racontaient des anecdotes étranges sur cet homme solitaire. Certains disaient qu'il était un disciple du Church of Darkness, une secte bizarre du village voisin, tandis que d'autres alléguaient qu'il communiquait avec les morts. Peu importe, le comité ne voulait que louer sa salle et il leur laissait un prix ridicule. Durant les 2 premières semaines d'août, les 3 organisatrices en chef, Sherry Anderson, Jane Baker et Jamie Myers, ont travaillé d'arrache-pied pour décorer les murs délabrés de l'endroit, aidés par le comité chrétien du Père Stanford et l'association de parents dirigée par Rhonda Campbell. Le soir venu, toute la population du High School Myrtle Point était au rendez-vous pour la soirée. Les enseignants ainsi que le directeur de l'école, John Hughes, supervisaient le moindre écart de conduite. Tout le monde était resplendissant dans leurs plus beaux vêtements à la mode et dansait au rythme du groupe musical Max and the Headrooms. Theodore Lynch travaillait à la station-service en face de la salle et raconta que peu après 22 heures, il aperçut une dizaine de personnes habillées de toges noires se placer devant les portes d'entrée. Intrigué, il prit un cliché avec son Polaroid et quelques secondes plus tard, il y aurait eu selon lui une énorme lumière bleue qui émana des fenêtres de la salle. Les étrangers en toge se sont enfuis dès que la lumière eut brillé. L'employé de la station-service traversa alors la rue pour aller voir ce qui s'était produit. Son constat fut horrifique. Tous les participants de la fête avaient disparu. Aucun corps, aucun indice ne laissait présager qu'il y avait eu une présence humaine dans ces lieux. Comme si tout le monde était sorti par une porte de derrière, sans le moindre bruit. À ce jour, le cas de Myrtle Point est celui qui est répertorié comme l'affaire de disparition la plus inusitée et la plus lourde des États-Unis. 261 personnes, parmi lesquelles les élèves de l'école, le personnel, les musiciens invités, le comité de parents et le père Stanford. Le FBI, la police scientifique et les nombreuses ressources de l'État de l'Oregon n'ont jamais pu faire la lumière sur cet événement. Jeremy Bright, le propriétaire de la salle, a lui aussi disparu 2 semaines après l'incident. Depuis ce temps, le Myrtle Point High School est fermé. Il est devenu un lieu étrange où on pourrait y voir les fantômes des élèves qui y revivent chaque nuit la soirée « Don't you forget about me ». Pendant toutes ces années-là, je me suis demandé si la légende était vraie. Je me suis demandé ce qui s'était vraiment passé au Myrtle Point High School. Et ce soir, grâce aux élèves du 5e secondaire du séminaire Sainte-Marie, les fantômes de Myrtle Point High School sont bel et bien de retour. Là, on rentre dans le local. C'est sûr que c'est stressant un peu parce que c'est la première fois qu'on y touche pour de vrai, mettons, dans le projet. Puis là, c'est sûr qu'on est fébrile un peu. Puis quand on se demande qu'est-ce qui va arriver avec l'équipe, puis si on va tout se tenir ensemble. Mais je suis pas mal sûr que ouais, puis ça va bien aller. On avait hâte, sincèrement. T'sais, c'est une semaine de différentes écoles. Je pense que le défi qu'on va avoir, c'est de pas se chicaner. Parce que Lily a un fort caractère, Eliane aussi. Fait que c'est souvent en désaccord. On a hâte, là, sincèrement, on a hâte à vendredi pour tout voir. Là. Parce que, tu sais, oui, tu nous parles du maquillage de quelqu'un d'autre, mais tu peux pas vraiment savoir vraiment c'est quoi jusqu'à la fin. Fait qu'on a vraiment hâte de voir ça. Ouais, ça va être vraiment fun. On vient de finir la rencontre avec l'artiste invité Rémi, puis il est vraiment de l'air gentil. C'est sûr que c'est toujours un stress de rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas, là, surtout qu'on va travailler avec pendant 4 jours de suite. Ça sera pas facile, là, mais j'espère qu'on va être capable de rester solidaire en équipe puis d'avancer vraiment sans arrêter. Pour les défis qu'on va avoir pour cette semaine, je crois que ça va être beaucoup que tout le monde ait quelque chose à faire puis qu'ils se sentent comme intégrés dans l'équipe. Là. Puis justement, c'est un projet qu'on va se rappeler. Fait que de savoir qu'on a fait quelque chose dans ce projet-là, dans notre costume puis dans notre maquillage, je trouve que c'est important. Jour 1 des activités, nous, notre équipe, on a 2 gars talentueux en maquillage. Fait que ça va vraiment être notre tâche de décerner le travail aux bons gars.
Puis j'espère que le travail d'équipe va bien aller, puis les gars vont pas trop se chicaner. Ben, notre plus gros défi, dans le fond, c'est de savoir par où commencer. On sait pas trop où on s'en va, mais on va l'avoir. Puis, tu sais, on n'est pas vraiment amis. Fait que c'est plus de s'entendre puis d'être sur la même longueur d'onde. Ça, c'est notre plus gros défi. Mais on va l'avoir. On va y arriver. Jour 1, on a hâte de commencer. Ça va vraiment être une semaine le fun. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je pense que ça va bien aller. Notre personnage n'est pas si difficile. On n'a pas tant de choses à faire. Ça devrait bien aller. C'est pas très beau. Donc, pour notre personnage, un monsieur qui s'appelle Lenny, il est encore concierge à l'école Middle Point High School. Il faisait le ménage partout, un peu homme à tout faire. Puis ensuite, pour notre concept, ce qu'on a pensé, c'est faire vraiment le monsieur concierge de l'école, quand même assez imposant, là, avec une bonne bédaine, puis les habits du concierge un peu sales, toujours avec plein d'huile dessus, puis pas mal ça. Nous, en fait, notre personnage, le concept qu'on a trouvé, c'est un petit gars qui est pas très populaire, on va se le dire. Puis, que quand il était petit, sa passion, c'était la photographie parce que sa mère l'a initié à ça. Au bal, c'est lui qui va s'occuper de prendre des photos, puis quand ça va arriver, ben, il va avoir l'appareil sur son visage. Fait comme ça, on a intégré l'appareil à l'œil, puis on a intégré le flash au cœur pour continuer sa passion de la photographie. Fait que ça va battre au rythme de son cœur. Nous autres, notre personnage, c'est Jeffrey. C'est un gars qui habitait pas très proche de l'eau au début de l'océan. Puis il s'est découvert une passion pour le surf. Fait qu'il a décidé de vouloir s'en aller à Myrtle Point parce que c'était pas trop loin de l'océan. Puis là, en faisant sa passion surf tout, ben, il est arrivé un accident puis il s'est fait manger le bras par un requin. Fait que là, il a lâché le surf un peu parce que c'était plus de temps possible. Puis il s'est en allé professeur de sciences à l'école de Myrtle Point pour pouvoir se faire une prothèse robotique pour son bras pour qu'il puisse s'en servir encore. Puis là, il s'habillait aussi pas mal gros en MC Hammer parce que c'était un de ses idoles. Puis les élèves, ils aimaient ça, niaiser pas mal. Puis à un moment donné, ils l'ont niaisé trop, puis ils ont fait tout sauter un pétard dans la face. Fait que là, il a tout le temps les cheveux dans les airs, puis une face surprise. Ça. Alors, mon personnage, c'est Gary Stanford. C'est un prêtre, justement, du village de Myrtle Point. Il est très jeune comparé à différents prêtres de l'époque. Et il y a beaucoup d'idées progressistes. Notre concept est là-dessus. C'est un jeune prêtre, des idées progressives, il aime la guitare. Puis justement, notre concept, c'est qu'il a été comme trahi, étant donné qu'il y avait trop d'idées progressives par Dieu. Et donc, il est devenu un démon quand il est mort. Alors pour notre concept, on a beaucoup utilisé sa jambe droite, étant donné qu'il se l'est brisé un peu avec son accident quand il est rentré dans un blockbuster. Puis pour son visage, on est allé beaucoup pour quelque chose de long, avec des longs cheveux, des longues cornes, une grande bouche, pour faire un peu une idée grand dans notre personnage. Et justement, étant donné que c'est un démon, on l'a fait un peu laid. Notre concept de notre personnage, c'est un gars très sportif, un joueur de hockey. Dans le fond, Tyler, c'est un gars qui a déménagé proche du Myrtle Point. Puis depuis ce temps-là, son père l'a vraiment amené au hockey. Puis ce gars-là, de plus en plus que les années passent, il se développe une passion pour le hockey. Puis il a vraiment eu un rôle dans son équipe, de travaillant, bloc des tirs, défense ses coéquipiers. S'il a à se battre, il va se battre. Puis c'est vraiment cet aspect-là qu'on a apporté dans notre personnage. Là. On a vraiment mis son style de jeu dans sa figure. Là. On a mis une rondelle, comme quand il bloquait les tirs. On l'a mis magané, la joue enflée, la mâchoire enflée, vraiment. Tout pour représenter son style de jeu sur la glace. Donc nous, dans le fond, pour notre personnage, on a checké le thème en général. Là, on a regardé années 80 plus fantôme. Fait que je pense que tout le monde a pensé à Ghostbusters. Donc on était vers là. Puis en gros, l'histoire de Todd Redman, vu que c'est ça son nom, c'est que son père, Ivan Redman,
c'est le directeur, le réalisateur plus de Ghostbusters. Puis il se serait inspiré de son fils pour faire Slimer. C'est la grosse bébête verte, là. Cette personne va ressembler à lui, je pense. Là. C'est un mélange entre Slimer puis un adolescent qui se fait intimider parce qu'il est obèse. Donc on était par là. Dans le fond, nous, notre personnage, c'est une cheerleader qui s'est fait laisser par son copain. Puis à cause de sa tristesse, elle est devenue comme alcoolique. Fait qu'elle va avoir des bouteilles d'alcool dans sa face. Puis sûrement son pompon est rentré dans son bras parce qu'elle l'a trop eu. Dans le fond, notre personnage, quand elle était enfant, elle est tombée sur des barbelés. Elle a eu greffe de peau dans le visage. Quand elle était à l'hôpital, elle a développé une passion pour les livres. C'est un peu plus tard, elle a vu dans le journal une offre d'emploi pour travailler comme bibliothécaire au Myrtle Point High School. Dans ses cicatrices, on va voir des pages de livres. Parce que c'est comme sa passion qui a fait en sorte, c'est comme si c'était sa peau d'origine. J'ai mis bien la pancarte, puis le trophée. C'est le seul travail qu'il a fait. Oui, c'est ça que je vais faire. 2 gars de la ville. La façon qu'on pourrait procéder, c'est carrément mettre des pages, puis ensuite on colle ton papier sur ta peau, où est-ce que ça s'en va, puis ensuite on met ta prothèse par-dessus. Ah, ben ouais. Fait que tout est Trempez là-dedans. Au complet? Oui. Puis vous le... On l'essuie un peu. L'essuyez un peu, parce que là, moi, je peux pas. Fais-le des autres. Là, vous sacrez ça là-dessus. On en a partout, ce qu'il y en a. Partout. Comme ça, c'est assez. Parfait. C'est bon. Ben good. Puis là, Vous en mettez partout. Monsieur? Puis vous le lissez, c'est ça exactement. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de finir le visage, le mouler. Après, le démouler, puis enlever toute l'argile qui est pognée dans le moulage. Puis on va essayer de faire les couches de silicone. La même chose pour les trois prothèses. Ce matin, je pense qu'on est tous un peu stressés là aussi. Hier, on commençait, on savait pas trop à quoi s'attendre. Mais aujourd'hui, là, on est stressés. Ça avance vite quand même. Ouais, on est un peu stressés. On est fatigués un peu, d'ailleurs. C'est stressant beaucoup. C'est ça. Aujourd'hui, on a eu un petit accrochage en début de journée. Je crois le gros manque de communication, ça a créé notre petit accrochage ce matin. Là, on l'a réglé avec l'aide de Mme Bergeron. Et ça va mieux depuis qu'on a discuté tout le monde ensemble. Ça, c'est une ligne, je suis en on dirait, je suis pas capable. Idéalement, il fallait faire un mur. Ah oui, c'est vrai. On peut le faire après. Ah, ça, on n'a pas vraiment de besoin. Oui. Là, ici. Oh shit, c'est quoi qui est par-dessus ça? Oh, c'est une plante. Oh shit, ok. Ben, c'est pas grave, tu vas venir en chercher dans le pot avec ça.
Oui, c'est cette année-là. Le problème, c'est qu'on sait pas s'il est correct pour de vrai. Ça me tente pas de mettre à pleurer dans la caméra, dans le fond. Pleurer, peut-être pas. On en veut du drama, Là, on a fini notre jambe, on a fini notre visage, puis on est en train de faire notre ongle. Fait que demain, on va tout craquer ça, puis ça devrait bien se passer, j'espère. En ce moment, nous, on a fini pas mal tout. J'ai fini de nettoyer le moule. On est pas mal en avance, sincèrement. On est bien contents parce qu'on avait peur de manquer de temps. Sinon, demain, on va commencer à faire le latex silicone pour le visage au complet. Sinon, les prothèses pour les bras sont faites. Pour celui-là qui est sur le torse, il est en train de sécher. Puis on commence ça demain, on a bien hâte, on est en avance, fait qu'on est contents. Fait qu'aujourd'hui, on vient de terminer, on a fait le moule du visage, on a fait le moule du ventre. Il nous reste qu'à couler. Demain, on va faire la couleur, on va continuer notre habit, puis je pense qu'on va faire le peinturer aussi demain soir. Mais là, en gros, les moulages sont presque toutes faites. Fait que demain, ça va être finaliser les petites choses qui restent, démouler tout ce qui reste à démouler, nettoyer les moules, puis ensuite commencer à couler en latex ou en silicone, dépendamment, c'est les prothèses qu'on veut. Donc, c'est ça. Je pense que là, on arrive dans la partie qui est un peu plus intéressante. La partie la plus poche, c'est la partie du moulage, celle qu'on fait présentement, puis la plus salissante. Puis, mais là, après, plus qu'on avance dans le procédé, ben, plus que ça devient, moi je trouve, amusant, plus que ta création prend vie aussi. Donc, c'est ça ressemble pas mal à ça. Puis je pense qu'ils sont tous confiants. Oh, effectivement. Vous êtes mieux. Jour 3, ma tante est arrivée un peu inquiète parce que hier, on a fait une petite erreur sur les moules. Mais tout a bien été, fait qu'on a nettoyé l'argile dans nos moules. Puis ensuite, l'après-midi, ça va vraiment être de peinturer un peu, commencer la peinture. On a tout de suite commencé par faire le latex sur les petits plaies sur les bras. Ensuite, on a mis le plâtre sur la main tout de suite pour qu'on puisse finir de démouler ça. On espère commencer à pouvoir peinturer les plaies après-midi. Puis l'esprit d'équipe, ça va bien. Il n'y a pas eu de chicane, puis tout va. On a dû démouler. On a été les derniers à le faire démouler. Et notre tête, ça s'est bien passé. Notre tête, elle a sorti parfaitement. On a mis assez de vaseline, assez de produits. Notre jambe, par contre, c'est une toute autre histoire. Ça a pris un petit bout. Monsieur Duplessis était un peu tanné vers la fin. Le premier côté est sorti. Il a bien sorti, il a été propre et tout. Deuxième côté. Ça a pris de l'effort, surtout moral pour M. Duplessis. Là, ça va être important. Prenez-vous un verre. Tout ce que vous allez nettoyer, vous le mettez dans le verre. Ça va nous donner combien de silicone qu'on a besoin. Toute l'argile. Toute l'argile. Pas le tour, juste ce qu'il y avait dans le marché. Parfait. Là-bas. OK. On le met dessus? Oui. Avant, par exemple, tu vas mettre de la poudre pour bébé. Tu vas venir comme, tu sais, avec ton pouce, là, tu vas venir comme faire des... Comme j'ai fait tantôt, là, Viens ici. pour qu'on ait comme des espaces. Vous aussi, on me dit un peu, j'en avais Monsieur Laroche qui rentre. On se pose d'être point par équipe, mais on va pas s'intégrer ça. C'est nice.
Puis après, là, ça va être la partie la plus importante. Pierre va vous sortir des genres de straps. Ta prothèse, on va mettre le silicone qui est coloré. On le laisse couler dans ton moule. On a à peu près 6-7 minutes pour bouger, du moment qu'on le brasse, puis du moment qu'on le coule dans ton moule. Fait qu'on peut pas le brasser, niaiser, parler, blablabla, parce qu'il va te figer des mains. Donc on a à peu près 8 minutes. On le dépose. Ensuite, on arrive, on vient mettre ton positif. Ben là, je le ferai pas parce que je serai plus capable de sortir. On le met dans ton négatif. Puis avec des straps, on vient strapper pour donner une pression parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une bonne pression. Donc, après ça, on ne touche plus pendant 45 minutes. Au bout de 45 minutes, tic, 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 on démoule. Puis notre prothèse, toutes vos prothèses vont être faites pour la journée, vos visages. Exception, il y en a 3. Slimer, le joueur de hockey, le concierge, vous autres, on va venir mettre de la mousse, puis on va le fermer. On va le faire après, parce que si on fait en même temps, la mousse, c'est un peu rock'n'roll, là. Fait que c'est ça. Let's go! Mais tu sais, au moins, du sang on a rien pour faire ça. Oh, mais splouche de cosson! Gardez ça pour dans la face, les gars! OK, il reste 30 minutes! OK, tout le monde, c'est fini! Mackenzie Miller, née le 8 septembre 1970 à Sunnybrook Hospital à Toronto, vient d'une famille nombreuse et très aisée. Son père est directeur dans une usine à Toronto et sa mère donne des cours d'aérobie et fait des conférences sur l'importance de bouger et de bien manger. Quand elle était jeune, elle souffrait d'obésité, ce qui faisait d'elle la moins préférée de sa mère parmi ses frères et sœurs. Elle devait se cacher de ses parents pour manger. Elle s'empiffrait entre les cours comme si c'était son dernier repas, par peur qu'à n'importe quel moment, sa mère l'entraîne dans ses régimes extrêmes. Lorsqu'elle eut 13 ans, ils durent déménager à Myrtle Point suite au changement de poste de son père. Elle perdut alors tous ses amis d'enfance et eut de la difficulté à s'intégrer dans sa nouvelle école. Elle se faisait beaucoup intimider à cause de son physique et personne n'osait s'approcher d'elle. Fatiguée d'être victime d'intimidation, voulant être plus aimée des élèves de son école et de sa mère parfaite, elle décida de se prendre en main et de perdre son surplus de poids lui ayant causé tant de malheur. Elle enchaîna alors les innombrables épisodes de Jane Fonda et se mit au régime. Elle ne mangeait plus beaucoup et ne mangeait que des repas très santé préparés par sa mère. Ses parents, fiers d'elle, lui offrirent pour ses 14 ans une abdominoplastie, une opération qui consiste à retirer l'excédent de peau suite à une grosse perte de poids. Son ventre étant maintenant parfait, tout le monde l'admirait et l'enviait. Vu cette montée soudaine de popularité,
elle décida de s'inscrire dans l'équipe de Pom-Pom Girls de l'école, comme toutes les autres jolies filles. Mais le jugement des autres filles dans le vestiaire sur le reste de son corps la rendait encore insécure et elle n'avait toujours pas confiance en elle. Elle décida alors, avec l'argent et l'accord de ses parents riches, d'enchaîner les chirurgies esthétiques. De ses 14 à ses 16 ans, elle eut une augmentation mammaire, une rhinoplastie et des injections aux lèvres. Elle commença aussi à se teindre les cheveux et à se maquiller énormément et avec beaucoup de couleurs vives et à la mode. Devenue la fille la plus populaire de son école, la capitaine de l'équipe de Pom-Pom Girls, ainsi que la petite amie du capitaine de l'équipe de football, elle méprisait les autres filles moins populaires qu'elle. Elle était devenue la fille la plus populaire de son école, mais certainement pas la plus aimée de tous. Elle avait quitté ses quelques vrais amis, qui n'étaient supposément pas à son niveau, pour s'entourer de gens plus populaires. Ses nouvelles amies se tenaient avec elle plus par peur que par amour. Elle était méchante et terrorisait les autres filles avec ses commentaires désobligeants. Elle était devenue elle-même l'intimidatrice, simplement parce qu'elle n'avait toujours pas confiance en elle. Quelques semaines avant la soirée Don't You Forget About Me, son beau copain la laissa parce qu'il préférait son coéquipier Marcus. Dévastée par la rupture, elle sombra dans l'enfer de l'alcool. Elle, qui était normalement toujours ponctuelle, arrivait maintenant tout le temps en retard à ses pratiques. Elle ne voyait plus personne et avait tout le temps la gueule de bois. Elle n'avait même plus l'énergie de prendre sa douche ou de se changer de vêtements. Elle gardait toujours son uniforme de Pom-Pom Girls. Good, salut, c'est vraiment... C'est un personnage vraiment cool. On sent vraiment que ça va pas bien. Pouvez-vous me dire, c'est qui a fait quoi dans l'équipe? Dans le fond, on a pas mal tout travaillé sur le bras. Ensuite, on s'est quand même bien départi la tâche. Là, moi, je me suis occupée de la perruque, surtout. Jeanne-Laurence, elle s'est occupée surtout de tout le rouge, là, venir pour le sang, tout dans les cracks. Élie a aidé aussi là, au découpage, à nous apporter le stock. Bravo. Tu me fais penser un peu à Cyndi Lauper qui est passée en dessous d'un 10 roues. Mais on voit un peu la tristesse du personnage qui était belle, puis que malgré tout ce qui lui est arrivé, à se maquiller quand même, elle garde l'espoir d'être encore séduisante. Mais félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Tyler Jackson est un garçon originaire de Portland, dans l'État d'Oregon, aux États-Unis. Ses parents, Robert et Sarah, l'ont toujours poussé à être le meilleur dans ce qu'il entreprenait. Ils ont toujours été derrière lui et le récompensaient à chacun de ses succès. Tyler avait une petite sœur, Charlie, qui était née 2 ans après lui. Ils avaient ensemble une vie prospère. Sarah était propriétaire d'un salon de coiffure qu'elle tenait à leur domicile, tandis que Robert travaillait comme directeur dans une des usines de la ville. Celui-ci, qui a joué au hockey la majorité de son enfance et de son adolescence, voulait lui inculquer les rudiments de ce sport. À l'âge de 3 ans, le petit Tyler se faisait enseigner à patiner par son père sur l'étang gelé derrière la maison familiale. À la grande surprise de Robert, son garçon se débrouillait très bien, et puisque celui-ci prenait goût à patiner, il l'inscrivit au hockey l'année suivante. C'est ainsi qu'1 an plus tard, le jeune Tyler se vit commencer l'école primaire et ce nouveau sport. Il se débrouillait pas mal dans ce sport. Son sens du hockey n'était pas encore développé, mais Robert, qui était déjà très fier de lui, était certain que ce n'était qu'une question de temps. Quelques années plus tard, Tyler s'était entouré de plusieurs bons amis et excellait au hockey. Par ailleurs, il était reconnu pour être un bon joueur respectueux et un bon leader d'équipe. Malheureusement, cette belle vie à Portland pour la famille Jackson eut une fin tragique. L'usine à laquelle travaillait Robert déménageait à Myrtle Point, une petite ville située non loin de Portland.
Ils vendirent leur maison rapidement et achetèrent la première maison disponible dans cette petite ville. Celle-ci était située sur la rue principale à côté du 7-Eleven. C'était là où le jeune adolescent eut sa première emploi. Sa mère était toujours à la recherche d'un emploi puisque la nouvelle maison n'avait pas assez d'espace pour y installer son salon de coiffeur. En janvier 1986, un événement changea sa vie, la sortie du film Youngblood. Dès sa sortie, Tyler alla le voir avec ses nouveaux amis. Ce film lui fit réaliser que le hockey était sa véritable passion. Inspiré par son nouvel idole, Dean Youngblood, il commença à s'entraîner à chaque soir dans son garage en écoutant la bande sonore de Rocky IV. En quelque temps, il était devenu un joueur robuste sur la glace et était un bagarreur de profession. Ses nombreux combats lui donnaient l'attention des filles les plus belles du Myrtle Point High School. Avec sa fameuse coupe mulet, il faisait fureur à l'école. Une semaine avant le bal du high school, les Citadelles gagnèrent le championnat régional interscolaire. Tyler arriva au bal, le torse fièrement bombé en vantant aux filles sa victoire. Il portait une tenue soignée mais rendu à l'heure de danser, celle-ci n'était plus appropriée. Il décida donc de se mettre décontracté en enfilant ses vêtements de sport et son chandail d'équipe championne. Yes, les boys, félicitations. Je voulais savoir qui a fait quoi dans l'équipe. Ben merci. Moi, je vais commencer par moi. Dans le fond, moi, la première journée, c'était la visage, puis on a vraiment laissé ça à Massif puis Croquette. Fait que, dans le fond, moi puis Beaulieu, on a vraiment établi le plan pour les futures journées. J'ai moulé le visage. Puis sinon, je me suis occupée d'être l'assistant à Beaulieu, le faire à manger. Là. Puis c'est pas mal ça. Là. Ton personnage, ben, c'est ça, j'avais de la misère à l'imaginer. Puis tu trouves tous les petits détails que vous avez mis, ben, c'est parfait justement parce que ça met un peu plus de piquant au personnage. L'œil qui sort de son orbite, ton personnage est comme complet aussi parce qu'il quand on le regarde, on a le goût de rire. Là. Puis ça a quand même donné un résultat formidable, je trouve. Ouais, merci beaucoup, on a eu beaucoup de rôles, merci à vous deux. Mais vous avez fait une Christie de bonne job. Merci beaucoup pour toute l'organisation. Merci, boys. Wilfred était originaire d'une petite ville à Denver. Il était issu d'une famille monotone et riche, dont il était la seule erreur de ses parents. Depuis qu'il était jeune, ceux-ci l'obligeaient à faire du ballet, car ils avaient toujours rêvé d'avoir une petite fille douce et gracieuse. Malgré le peu d'estime qu'il avait en lui, Wilfred réussit à les épater avec ses notes éblouissantes. Par contre, ses géniteurs prenaient tout le mérite, car ils l'obligeaient à faire de la lecture à chaque dimanche pendant des heures, ce qui, selon eux, le rendait plus intelligent. C'est par un de ces nombreux dimanches qu'il découvrit un livre qui changea sa vie, Le surf sous tous ses angles. C'est dans cet ouvrage qu'il découvrit sa nouvelle passion. Par la suite, il commença à rêver de se tenir sur une planche et de glisser sur les vagues de la côte ouest. Il se voyait devenir aussi légendaire que ses deux idoles, les frères Whitman, deux piliers importants dans le monde du surf des années 30. Cependant, à raison de la localisation de sa ville, il dut mettre son rêve de côté et il essaya un autre sport qui ressemblait beaucoup au surf, le skateboard. Par contre, il abandonna rapidement ce sport extrême car il avait trop mal à l'orgueil lorsqu'il était tombé en essayant d'impressionner de jolies demoiselles, ce qui ne causa qu'une plus grande déception de la part de ses parents. Après quelque temps, il vit une publicité de Myrtle Point et lui redonna le goût du surf. Il fit donc le grand saut et déménagea à cet endroit de rêve. Il y trouva une petite maison dans le centre-ville. Ceci était très unique. L'état de sa demeure était dû à tout l'argent qu'il avait dépensé sur son équipement de surf, car il voulait être sûr d'avoir le meilleur matériel requis. Toutefois, à force de pratiquer, Wilfred devint plutôt doué. Il commença à faire de petites compétitions et il s'entraîna chaque jour. Bref, ce fut le bonheur absolu. Cependant, cette joie dura seulement jusqu'au jour où un gros monstre aquatique lui arracha le bras. Après avoir dû abandonner sa passion dans un grand chagrin, il se trouva un nouvel objectif de vie. Il devait devenir un scientifique pour se créer un bras robotique. Pour arriver à ses fins, il eut la brillante idée de devenir professeur à Myrtle Point High School. Il pensait pouvoir y devenir un grand génie de la science.
Durant toute sa carrière, il travailla d'arrache-pied pour créer son bras en écoutant son nouvel idole, MC Hammer. Il était tellement en admiration qu'il s'habillait chaque jour comme celui-ci, ce qui lui causa beaucoup de ricanements de la part des élèves. Un de ses adolescents décida même de pousser la blague un peu trop loin en lui faisant exposer un pétard à la figure. Ce pauvre Wilfred resta avec les cheveux dans les airs et les yeux exorbités pour le restant de ses jours. Malgré ce problème technique, il réussit tout de même à avoir un style qui sort de l'ordinaire avec son bras robotique, qu'il avait enfin réussi à concevoir. Ainsi, plus les années avançaient, plus il le peaufinait avec soin. Finalement, c'est juste avant la grande soirée qu'il y fit son dernier ajustement. Il s'habilla comme son idole et il partit faire la fête avec ses élèves pour la dernière fois avant de prendre définitivement sa retraite. OK. OK, écoutez, super beau travail. On voudrait savoir, dans l'équipe, qui a fait quoi? Moi, je vais commencer. Moi puis Victor, on a fait les prothèses sur le bras. Après ça, moi, j'ai tout peinturé ici, la main à gauche. Shelby, elle a pas mal fait de A à Z, la main robotique au complet. Elle a travaillé un petit peu sur la bouche aussi. Elle a fait les dents. Moi, j'ai fait le reste du visage avec les yeux puis la peinture du visage. Puis sinon, Jacob et Victor, ils ont aussi beaucoup travaillé sur les fils, les vis, à essayer de trouver des affaires puis couper. Je trouve que c'est bravo à l'équipe parce que le personnage, il claque dans le dash, dans le sens que lorsqu'on le voit, il passe pas inaperçu, là. Puis en même temps, il a une gueule tellement sympathique. Puis Shelby, je trouve ça vraiment impressionnant ta main parce que tu t'es embarqué dans quelque chose qui était quand même assez complexe. Puis moi, j'étais sûr que tu avais déjà fait ça. Je pense qu'elle est en or, elle doit faire des trucs... Puis parce que t'as quand même pris ton temps, t'as fait de la main. Fait que félicitations, très good job. Merci. Le 22 juin 1970, un petit garçon du nom de James Smith naquit. Issu d'une famille nucléaire, James vécut dans un quartier typiquement américain. Des maisons identiques l'une à la suite de l'autre. Diana, sa mère au foyer, lui légua sa passion pour la photographie. Ils passaient ensemble des heures à observer leur quartier afin de prendre la photo parfaite. C'était leur activité préférée. Lorsque James atteint ses 13 ans, sa mère mourra du cancer du sein. Pour la garder en vie, il en fit sa mission de prendre des photos pour continuer cette tradition qu'il aimait tant. À l'âge de 6 ans, James commença à fréquenter le Myrtle Grist Elementary School. C'est à ce moment qu'il rencontra la belle Jennifer, qui était l'étoile de son équipe de soccer. Quelques années plus tard, James développa de profonds sentiments pour elle. Il alla donc se porter volontaire pour prendre des photos de l'équipe de soccer chaque fin de semaine. Il pouvait alors la photographier sans celui de doute. De plus, afin de prendre les meilleures photos possibles, son père lui installa une chambre noire dans sa maison comme cadeau de fête. Ce qu'il ignorait, c'était que cette chambre noire deviendrait le temple de sa collection d'images de Jennifer. James entra au Myrtle Point High School à l'âge de 14 ans. Myrtle Point étant une petite ville, Jennifer se retrouva dans la même classe que lui. Le destin était au rendez-vous. Pourtant, elle ne le remarquait toujours pas. De plus, il n'avait pas beaucoup d'amis, ce qui rendait son passage à l'école assez misérable. Malgré cette solitude, il appréciait tout de même aller à l'école, car il fut désigné président du groupe de photographie. Sa passion, il ne contenait qu'un seul participant. Quelques semaines avant le début de l'été de ses 16 ans, son professeur de sciences, M. Sanchez, proposa aux élèves de sa classe un projet d'équipe. James se retrouva en équipe pour la première fois avec Jennifer. Il était fou de joie, donc il l'invita chez lui le soir même pour travailler sur le projet. Le soir arriva et elle sonna à la porte. James la fit entrer et l'invita dans la salle à manger, où il avait préparé une collation. Après 1 heure de travail, elle eut un soudain besoin d'aller aux toilettes. Ne sachant pas exactement où se trouvait la salle de bain, elle s'aventura et tomba sur la chambre noire. Elle fut dégoûtée et apeurée en voyant des dizaines et des dizaines de photos d'elle. Jennifer sortit de la maison en trombe tout en disant à James de ne plus jamais l'approcher. Ce dernier eut le cœur brisé en sachant qu'elle ne le verrait plus jamais de la même façon. Le jour du bal arriva, alors James sortit ses fameux Converse noirs du fond de son garde-robe,
et mit son habit acheté récemment, un beau complet à la James Bond. Il enfila le tout et prit quelques films pour capter le plus de moments possible. Il salua son père et quitta la maison pour se rendre à l'événement qui serait la plus belle soirée depuis une éternité. Vers 22h30, il aperçut la belle Jennifer dans sa robe bleu poudre sur la piste de danse. Il voulut la prendre en photo, c'était plus fort que lui. Il approcha l'appareil de son visage et appuya sur le bouton. Son flash fut la dernière lumière à s'allumer cette soirée-là. Bravo les filles. Sérieux, ça aussi, c'est un autre personnage qui raconte une histoire de A à Z. Qui a fait quoi dans l'équipe? Lauriane, elle a beaucoup travaillé sur la peinture ici, sur le visage surtout. Les vergetures, c'est elle qui a tout fait ça. Elle est super bonne là-dedans. Pour démouler, pour nettoyer les moules, j'ai tout fait ça. Parce que j'ai pas mal aimé ça. La peinture, ouais, c'est ça, c'est Lauriane qui l'a fait. Le costume, Eliane, elle a vraiment aimé ça faire les trous. Sinon, ben, c'est vraiment un travail d'équipe, là, sincèrement. Ça paraît. C'est ça le but. Là, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de détails. Ton personnage, votre personnage, je veux dire, il y a quand même plusieurs petits trucs. Ton personnage raconte une histoire. L'objectif dans l'œil, c'est écœurant. Puis, c'est ça, ton personnage, la prothèse, c'est comme très, très subtil. De loin, tu sais, on devine, c'est pas très gros, c'est pas grossier, c'est pas exagéré. J'aime tout du personnage. Félicitations. Et vous avez travaillé super fort. Merci. Bravo. Merci. À sa naissance, le 24 novembre 1935, Lenny était un bébé qui pesait déjà 15 livres. Ses parents, qui avaient déjà 5 autres enfants, ne voulaient pas d'un enfant obèse et ont décidé de l'envoyer à l'orphelinat. Tout le long de son enfance, le petit Lenny n'avait aucun ami mis à part les sœurs de l'orphelinat. Les autres jeunes, eux, ne l'aimaient pas, car ils aimaient mieux rire de son poids qui était et est encore énorme. Là-bas, il était obligé de faire une seule tâche: passer le balai sur tout le plancher de l'orphelinat. Chaque soir, à la fin de son balayage, dans le bureau du directeur de l'orphelinat, le grand homme qui était à la tête de la place verrouillait la porte et abusa du jeune Lenny sans défense, à chaque jour pendant des mois. Arrivé à ses 18 ans, il sort de l'orphelinat pour trouver du travail. Pendant environ 5 ans, il n'avait aucun réel emploi stable. Il faisait des petits travaux ici et là, sans trop savoir où s'en aller. C'est en 1958 que Middle Point High School, une école où il avait déjà été faire des travaux, a appelé Lenny pour qu'il vienne travailler à temps plein. Il a immédiatement accepté l'offre. Là-bas, il était concierge et s'occupait de toutes les réparations de l'école. Tout allait bien. Il était heureux dans son petit 2,5 qui sentait le vieux, avec comme seul bien de valeur sa Corvette Stingray rouge 1970. Il aimait son bolide plus que tout au monde. Plusieurs années plus tard, Lenny se fit convoquer au bureau de son patron, le directeur de l'école. En ouvrant la porte, le concierge s'est rendu compte que quelque chose clochait. Le directeur était assis au bureau face à un autre homme. Lenny ne reconnaissait pas l'autre homme puisqu'il était dos à lui. Mais en s'approchant, il le reconnut. C'était le directeur de l'orphelinat. Il était le nouveau directeur de l'école et donc son nouveau patron. Lenny a fait mine d'accepter ce qui arrivait, mais ça le rendait extrêmement mal à l'aise. Rendu chez lui, le concierge se mit à penser à ses jeunes années à l'orphelinat et à ce que le directeur et les autres orphelins lui faisaient subir. Jour après jour, il ne pensait qu'aux atrocités que son patron lui avait fait subir dans son enfance. Un jour où il finissait sa routine, en fouillant les casiers ouverts, il a trouvé un petit sachet rempli de petites étampes. Il en avait déjà entendu parler. C'était une drogue que les jeunes prenaient et qui était à la mode dans ces années. Au lieu de remettre le sac au directeur, Lenny l'a amené chez lui. Une fois dans son appartement miteux, Lenny était triste, comme chaque soir, et décida d'essayer le contenu du sachet. C'était une sensation qu'il a adorée. Il oubliait tous ses problèmes sans savoir qu'il allait en avoir des bien pires en se détruisant lui-même de l'intérieur. Chaque soir, Lenny arrivait chez lui, s'ouvrait une bière et prenait une petite étampe en écoutant du Aerosmith.
Les semaines passent, comme les petites étampes au fond du sachet. À la fin du mois, c'était 3 étampes et une caisse de 24 que Lenny prenait chaque jour. Même à l'école, il amenait sa caisse avec lui toute la journée. Lenny vivait une très mauvaise vie, mais il n'avait jamais été aussi joyeux qu'à ce moment de sa vie. Ses journées se résumaient au bonheur d'écouter sa musique dans son Walkman et d'avoir du plaisir en sirotant ses bouteilles. La fin de l'année scolaire approchait lorsqu'il a été appelé par son ancien directeur d'orphelinat, qui est aujourd'hui son patron, pour qu'il prépare une salle et la nettoie par la suite dans le but d'organiser une soirée importante. C'est quelques jours plus tard, plus coloré que jamais, que Lenny s'est muni de son Walkman, de son fameux sac et s'est habillé de sa plus belle salopette et est parti pour la soirée au volant de sa belle Corvette. Salut boys, vraiment. Salut. Good job, vraiment le personnage est détaillé, il y a le Walkman, il y a vraiment, il y a tout, il est complet. C'est un personnage complet de la tête aux pieds. C'est vraiment, c'est une maudite belle job. Je pense que vous pouvez être vraiment fiers. Pouvez-vous me dire dans l'équipe qui s'est occupé de quoi là, finalement? Pour le visage, puis comme la moulure comme de la face. C'est Zach et des autres qui se sont occupés de mouler puis faire comme plus les traits et tout. Pour la bédaine, on est allé pas mal toute l'équipe en même temps. Parce que c'est quand même gros puis il fallait faire quand même pas mal de job. Ouais. Pour les habits, le chandail, je le repassais quand même pas mal moi, mais le reste, on l'a fait tout ensemble. Ouais. Comme Pierre a dit, ton personnage est intéressant parce qu'il y a tous ces accessoires qui viennent avec. Qui fait en sorte que, comme Pierre a dit, c'est un personnage qui est totalement complet. Mais c'est ça, moi je le trouve super cool, mais comme je te dis, je le trouve drôle, mais en même temps, je sais pas s'il faut qu'il soit drôle avec sa caisse de 50. Mais le personnage, vous avez quand même réussi. Très bel job, les gars. Puis c'est. Fait que félicitations, puis j'espère que vous avez aimé l'expérience. Ben, merci. Ouais, un gros merci. Pour le temps qu'on a eu, c'est excellent. Yes, merci. Merci beaucoup. Voici Gary Stanford. Né le 4 janvier 1954 dans le piètre village nommé Albany, il fut le fils de John Stanford et Amber Stanford. Dès son plus jeune âge, Gary se montra comme étant un enfant turbulent, agité. Ses proches le voyaient même comme une personne sans potentiel, une déception. En grandissant, Gary démontra de plus en plus de tendance vers la délinquance et la musique. À l'époque, tout ce qui sortait de l'ordinaire était vu comme démoniaque, pervers pour l'Église. C'était le cas de la musique rock et de ses variantes. La musique que Gary écoutait n'y faisait point exception. Avec les brutes du village, il passait ses journées à écouter des groupes tels que Kiss et Black Sabbath. Le 28 mai 1973, Gary engendra un accident automobile en revenant chez lui après une soirée agitée. L'accident l'envoya directement aux soins intensifs. Il en sortit pour le moins indemne, mais une de ses jambes en resta avec des dégâts permanents. Les docteurs lui confirmèrent qu'il boitera toute sa vie et que c'était un miracle qu'il ait survécu avec si peu de séquelles. Marqué par cet événement, Gary se sentit reconnaissant envers Dieu. Ce dernier décida de dédier le restant de sa vie au Seigneur pour le remercier de l'avoir sauvé. Il s'inscrivit donc dans un séminaire où il emménagea presque immédiatement. Il apprit donc les bonnes manières et la mentalité propagée par l'Église. Il se sentit changé par cet environnement, mais garda une passion pour la musique rock. Ainsi, en cachette, il écoutait du Kiss sur son Walkman. Le 6 novembre 1977, Gary sortit du mont Angel Seminary pour aller dans une paroisse. Pour sa bonne conduite, il fut envoyé dans la paroisse de Myrtle Point.
Pendant quelques années, il vécut comme assistant prêtre du père Greenwood et jusqu'à la retraite de celui-ci. Il était apprécié à travers le village pour ses idées peu conformistes et révolutionnaires. C'était en partie car il avait toujours continué à écouter du rock. Il croyait beaucoup en la jeunesse et aimait participer à l'organisation des activités de l'école secondaire du coin, le Myrtle Point High School. En 1986, il participa avec l'aide de son comité chrétien à l'organisation de la fameuse soirée d'inauguration de l'année scolaire. La soirée approchait à grands pas et il restait quelques minutes avant qu'il y aille. Il mit son plus beau tuxedo tout en écoutant son nouveau hit préféré, Footloose. Il embarqua dans sa vieille chevette acadienne et se rendit au bal d'inauguration. La dernière fois que le père Stanford, ce prêtre adepte de rock, fut aperçu en public, il était 16h32 et il remplissait d'essence son acadienne au Shell du coin, un sourire aux lèvres. Bravo gang. Je voudrais savoir qui a fait quoi dans l'équipe. En gros, c'était quand même bien réparti, là. Mais majoritairement, c'était beaucoup Rosalie et François sur le masque. Moi, j'ai fait beaucoup les cornes. Puis avec Hugo puis Gab, on a beaucoup fait la jambe. On a dépensé beaucoup de temps dessus parce qu'on voulait que ça ait quand même un bon résultat. Puis on est quand même fiers. Puis pour la langue, je pense que c'est un peu tout le monde aussi qui s'en est occupé, là. Je suis content du résultat parce que bon, c'est dark, c'est satanique. Puis l'idée de mettre la langue, les cornes, c'est super. Puis la jambe. Puis félicitations à toute l'équipe parce que on a tous travaillé fort. Puis vous avez fait quand même un très bel job. Good job. Née le 27 janvier 1957, Dorothy Clark était une enfant qui bougeait beaucoup. Elle est née à Bakersfield, en Californie. Elle y a grandi en compagnie de ses parents aimants et présents et ses grands-parents. Enfant, elle n'avait pas beaucoup d'amis. Alors, elle allait dépenser son énergie près des champs et des enclos de vaches. Un jour, alors qu'elle allait sauter la clôture en barbelé pour les voir, elle trébucha sur une racine et son visage s'écorcha sur le barbelé. Une partie de la peau de son visage s'enleva. Elle dut se faire hospitaliser et avoir plusieurs chirurgies faciales. Puisqu'il est difficile d'avoir des morceaux de peau et de tissu humain compatibles, elle dut en avoir de plusieurs personnes, ce qui explique son visage coloré. Durant son hospitalisation, elle ne pouvait plus aller dépenser son énergie, alors elle trouva un moyen de se changer d'idée. Elle passa le plus clair de son temps à lire. Elle en développa même une passion. Elle lisait tout le temps et partout. Lorsqu'elle dut se choisir une profession, elle ne surprit personne en choisissant le métier de bibliothécaire. C'était pour elle un rêve devenu réalité. Elle adorait apporter son aide et elle en était à la recherche de nouvelles expériences. Un bon matin, elle vit dans le journal une offre d'emploi qui lui convenait parfaitement. Dès le lendemain, elle partit vers cette nouvelle opportunité qui était de travailler dans la bibliothèque du Myrtle Point High School. 2 semaines passèrent et Dorothy était déjà en amour avec la ville et ses citoyens. Elle s'intégra très vite et se fit plusieurs amis. Elle faisait partie d'un club de lecture et faisait plusieurs autres activités. De plus, elle était inscrite dans un club d'échecs où elle rencontra un homme qui semblait parfait pour elle. Ils étaient complètement différents, mais l'attirance était flagrante. Le 27 août 1986, la soirée d'inauguration de l'année scolaire avait lieu. Dorothy commença cette grosse journée par passer à la bibliothèque de l'école pour faire un peu de rangement. Vers 10 heures, elle se dirigea vers la salle pour le bal que l'école avait loué. Elle apporta plusieurs décorations qu'elle avait faites pour l'occasion.
Dorothy et quelques personnes du comité travaillèrent fort tout l'après-midi pour que la salle soit enfin prête. En début de soirée, ils firent les dernières retouches, puis les étudiants arrivèrent. Bon, ben écoutez, salut, wow, c'est un personnage tellement complet qu'on a devant nous autres. C'est qui raconte une histoire. Juste en la regardant, on sait on sait ce que ça dit. Vous avez eu des moments un peu tough. Puis c'est ça ça me jette à terre de voir que vous avez réussi à accoucher d'un résultat comme ça. La manière dont vous étiez parti, je me disais, ça va être tough. Puis j'espère que vous êtes fiers de vous autres. De comment vous avez travaillé et comment vous avez réussi à arriver à ça. Félicitations aussi. Le personnage est super intéressant. On ne sait pas trop s'il est... Elle a l'air quand même très sereine. On ne sait pas trop ce qui est arrivé. C'est mystérieux, mais on comprend qu'elle est tellement passionnée par son métier que son métier c'est venu se greffer dans elle. Fait que c'est un personnage qui se démarque beaucoup de tout le reste, je trouve. Puis moi, je l'adore. Fait que félicitations. Puis vous avez un résultat que je trouve impeccable. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Tout commence en 1968, quand Ivan Reitman, un réalisateur de films connu, rencontre Genevieve Robert, une demoiselle ravissante et intelligente. 2 ans plus tard, soit en 1970, dans la charmante ville de Montecito, pouf, Todd est né. Juste à le voir, c'était un garçon qui allait certainement changer le monde à sa façon. En effet, à sa naissance, sa maman poussa très fort, afin de mettre Todd au monde. Nous n'allons pas vous le cacher, Todd était dodu. Vraiment dodu. Disons avec un excès de poids, un gros excès de poids. Dès les premiers jours de sa naissance, Todd commençait à se faire intimider. Tout cela empirait lorsqu'il débutait à l'école. Il en vint même à vouloir changer d'école. Il pensa même au suicide. Il dut consulter un psychologue car même son père ne le respectait pas. En 1982, alors que Todd subissait de l'intimidation par ses camarades de classe et se faisait battre de façon répétitive par eux, son père aidait à réaliser un des projets les plus ambitieux de sa carrière, le film Ghostbusters. Todd ne souhaitait pas que son père, qui se moquait souvent de l'excès de poids de son garçon, s'inspirait de lui pour créer un des personnages du film, soit le personnage de Slimer. Vous pouvez facilement deviner que peu de gens veulent ressembler à ce personnage. À chaque jour, pendant la conception du film, Todd passait à côté du bureau de son père. Il pouvait apercevoir les planches de travail définissant les personnages du film, dont le fameux Slimer. Les modifications apportées le rendaient de moins en moins attrayant. Todd, qui savait que son père s'inspirait de lui à la création de Slimer, ne pouvait s'empêcher de se demander si le personnage lui ressemblait vraiment. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il lui ressemblait réellement, du moins physiquement. Todd, qui ne pensait qu'à ça, en arrivait à ressembler de plus en plus à Slimer. À la sortie du film, tout cela se concrétisa. Todd devint la risée ultime de son école. Instantanément, tous ceux qui voyaient le film associaient Slimer à Todd. Il ne pouvait en être autrement. La ressemblance était flagrante. La délivrance de Todd se présentait alors que pour faire avancer sa carrière. Son père annonça qu'il devait déménager. En 1986, il aménageur à Myrtle Point pour la rentrée scolaire. Pour Todd, c'était une occasion unique de se faire enfin des amis.
Salut les boys. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans la réalisation? Les mains étaient compliquées. Sinon, le ventre était vraiment compliqué aussi. OK. Puis toutes les touches, mettons, dans le visage avec les dents puis tout ça. OK. C'était de la job. Moi, je le trouve super cool pour l'originalité. Puis en même temps, vu que c'est la mode 80 avec Slimer, tu sais, t'as le clin d'œil à Ghostbusters. Félicitations les gars, moi je trouve ça super. Merci beaucoup Rémi. Donc, ça a été un choix déchirant parce qu'il a fallu carrément choisir entre toutes vous autres. Puis sérieux, vous avez toutes quelque chose d'écœurant. Comme il n'y a personne qu'on regarde, qu'on fait comme « Ah, lui, il est vraiment moche ». Non, mais vous êtes tous écœurants. Sérieux, là, c'est... Puis tant qu'à moi, je vous aurais comme toutes mis sur le même piédestal parce que vous avez fait tout un travail de fou. Ça a été super cool de travailler avec vous autres. Vous êtes tous des élèves super, super passionnés. Je laisse Pierre dévoiler le gagnant. Bon, écoutez, je vais vous dire la troisième position qu'on a trouvée. La troisième position, c'est l'équipe du Savant Fou de Shelby et compagnie. À cause du cartoon, à cause de la thématique, à cause de... C'est ça. À cause du personnage qui est comme hyper coloré, hyper cartoon, hyper... c'est ça. C'est vraiment... les détails au niveau de la main, la backstory, c'est vraiment cool. OK. Oui? Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La deuxième position, c'est l'équipe du photographe de Lauriane et les filles. Et la première position de Face-Off 2021, de Face-Off 7, va à l'équipe de la bibliothécaire, de cette gang-là. Pour le personnage, au niveau de l'histoire, au niveau de la subtilité de la prothèse, au niveau de la sculpture, au niveau de l'histoire en général, c'était très, très bien fait. Bravo, une belle sculpture, une belle prothèse. Mais comme je vous dis, vous auriez tous mérité de gagner. Vous êtes incroyables. Je vous remercie beaucoup d'avoir embarqué dans mes folies. Merci d'avoir... cette année, ça a été une année difficile parce qu'on en fait un, on n'en fait pas un. Ça a été vraiment tough. Mais j'ai travaillé fort pour que vous en ayez un. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci, gang. Les émotions, hein? Quand on l'a su c'était qui les gagnants, là. Moi j'avais un petit espoir quand même, là. Mais j'ai compris quand j'ai vu c'était qui les gagnants, là, ils l'ont mérité pas mal, là. Ben, je pense que cette année, on a tout fait de quoi de minimum très beau. Puis, ben, c'est ça, là, je pense qu'on peut tous être fiers de nous, puis c'était vraiment le fun comme semaine. Puis, ouais, je vais tout le temps me souvenir de Face-Off, ouais, c'est ça. Je comprends totalement l'équipe aussi, on comprend la décision n'était pas facile pour les juges, puis vraiment, on est vraiment content de notre travail, notre équipe. On se l'est dit juste après que vraiment on a fait du bon travail, on était contents. Mais tu sais, on est quand même resté dans le top 3, fait que c'est pas pire parce qu'au début de la semaine, on pensait qu'on allait même pas avoir de quoi de beau, finalement ça a fini que c'était bien beau. Puis tous les make-up étaient beaux, il n'y en avait pas un qui était laid, puis c'était bien le fun, une belle semaine, puis je recommencerai n'importe quand. On est vraiment content du résultat de notre personnage, même si on n'a pas gagné, c'est pas ça qui compte, là. Je trouve qu'on a vraiment fait des beaux efforts toute la semaine. Puis surtout aujourd'hui, on a vraiment travaillé fort, puis ça a donné ce qu'on voulait, je pense. Cette semaine, c'était génial. C'était une super belle semaine organisée par M. Duplessis. C'était une semaine chargée. On est tous fatigués en ce vendredi soir. Mais ça a valu le coup. Tout le monde a fait des beaux costumes. Puis honnêtement, c'était une super réussite pour cette année. J'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. Genre, sérieusement, ça... C'est le fun, mais... Tu sais, c'est le fun, mais je réalise pas... C'est vraiment l'émotion. Parce que, tu sais, Face-Off, oui, au début, c'est une compétition, mais à la fin, ça fait juste... On sort de là grandi. Tu sais, on développe vraiment... C'est le cinéma, on développe un sentiment d'appartenance.